J'espère que tout roule pour vous. En tout cas, pendant que chacun essaie de garder le cap, le tumulte ne fait que s'intensifier en Algérie, alimenté par un vide abyssal, l'absence totale de débat digne de ce nom. Pas le moindre échange calme, libre ou éclairé à l'horizon. Pourquoi ? Parce que la parole y est sous cadenas, la liberté individuelle muselée, et que le régime de Tebboune considère l'expression personnelle comme une menace plutôt qu'un droit. Il faut dire que sans parti politique enraciné dans une culture du dialogue, sans chef capable de débattre avec rigueur, d'écouter sans censurer, de diriger sans écraser le terrain du débat public, ressemble davantage à un désert qu'à une agora. Tout simplement, il manque l'essentiel, un lieu où les idées peuvent se croiser, se confronter et exister. En Algérie, le silence règne là où autrefois résonnaient les voix du débat. Désormais, tout est bouclé, verrouillé à triple tour. L'opposition rayée de la carte. On la diabolise, on la jette derrière les barreaux ou on l'oblige à prendre le large. Les médias, eux, ne sont plus que l'écho affaibli du pouvoir muselé, formaté, réduit à l'obéissance. Alors bien sûr, il ne reste aucun véritable lieu pour croiser les idées, confronter les opinions. Même le dernier bastion de liberté, le monde numérique, est devenu un terrain miné surveillé de près. Les réseaux sociaux qui servaient encore de soupape sont eux aussi scrutés, filtrés, épurés. Le débat n'a plus d'adresse, il est à l'exil lui aussi. S'exprimer trop librement sur Internet. En Algérie, c'est devenu un sport à haut risque. Le moindre mot de travers, le moindre tweet un peu trop audacieux, et c'est la convocation, la garde à vue, voire la prison. Certains activistes, pour avoir cru qu'ils vivaient dans un monde où la liberté d'expression existe, finissent harcelés, poursuivis ou condamnés sous prétexte de justice. Pendant ce temps, une véritable armée numérique veille au grain. Ces unités spéciales dignes d'un roman dystopique scrutent chaque publication, chassent la phrase qui dérange, traque l'opinion, qui gratte là où ça fait mal, surtout quand elle ose effleurer les hautes sphères du régime de Tebboune. La liberté de parole est surveillée comme une menace d'État. Dans ces conditions, faut-il s'étonner que le débat est déserté ? À défaut d'arguments, il ne reste que des tempêtes de controverses. Et face aux décisions de l'État, notamment ce vote étonnant sur la résolution américaine concernant Gaza, adopté il y a à peine 2 jours, le 17 novembre 2025, impossible d'ouvrir une discussion sérieuse. Le peuple n'a même pas eu le luxe d'un débat, car oui, l'Algérie a surpris pas seulement ses propres citoyens, mais carrément l'opinion mondiale. Le choc a traversé les frontières, et l'incompréhension, elle plane encore. C'est un mystère digne des grandes énigmes diplomatiques. Pourquoi donc l'Algérie a-t-elle levé la main pour valider cette résolution « Made in USA » ? Une résolution pensée, rédigée et imposée par Washington, tandis que Pékin et Moscou, pourtant rarement d'accord, ont cette fois préféré jouer la carte du retrait. Ni oui ni non abstention stratégique. Un pas en arrière pour ne pas s'embarquer dans ce projet trumpien aux allures de casse-tête oriental. Histoire de ne pas laisser d'empreintes compromettantes si par malheur ce plan tourne au fiasco. C'est ce qu'on appelle savoir se mouiller, sans se noyer. Et le plus cocasse dans tout ça, c'est que ce soit justement l'Algérie, ce chantre autoproclamé de la cause palestinienne, qui ait choisi de voter en faveur, en dit oui, l'Algérie, celle qui du matin au soir monte sur ses grands chevaux pour défendre Gaza, qui passe son temps à hurler contre l'entité sioniste, à diaboliser, à menacer, à condamner, à insulter quiconque ose, ne serait-ce qu'évoquer Israël sans cracher derrière. Dans ce pays, entretenir un lien même hypothétique avec un journaliste israélien, c'est déjà trahir la nation. Et pourtant, cette même Algérie s'est rangée du côté du scénario américain. Ironique, non. On parle ici d'un pays qui, des décennies durant, n'a jamais hésité à brandir le drapeau palestinien, qu'il pleuve ou qu'il vante coupable, où non peu importait, la solidarité était sans condition. C'est cette même Algérie version Tebboune qui, il n'y a pas si longtemps, octobre 2022 pour être précis, accueillait à bras ouverts le Hamas et toutes les factions palestiniennes sur son sol, leur offrant tribune et légitimité. Elle défendait haut et fort le droit à la lutte armée comme outil de dignité et de libération nationale. Et voilà qu'aujourd'hui, en une pirouette politique spectaculaire, elle rejoint le camp américain, celui qui exige la reddition totale, le désarmement intégral des mêmes combattants qu'elle encensait hier.
Même Abd, qu'elle citait en modèle, se retrouve balayé sous le tapis de la réelle politique. Souviens-toi, dans une émission récente, on avait diffusé cet extrait datant d'octobre 2023, enregistré à Delhi Ibrahim, où l'un des pontes du régime rejetait catégoriquement l'étiquette de terroriste collée aux résistants du Hamas et aux autres factions palestiniennes. Ils étaient, selon lui, des combattants de la liberté des opposants légitimes à l'occupation. Mais ça, c'était avant. Car à peine 2 ans plus tard, tout ce discours s'est évaporé. Et comme si de rien n'était, voilà notre ministre des Affaires étrangères qui débarque en plateau avec le sourire du mépris pour nous servir ses justifications vides insultant l'intelligence collective d'un peuple privé de contradicteurs. Aucun débat, aucun face-à-face. Seul sur scène, le pouvoir parle à lui-même et s'applaudit en silence. La parole en Algérie n'est plus un droit, c'est une exclusivité. Le régime de Tebboune tient fermement les rênes de tout ce qui se dit, s'écrit ou se pense. Médias politiques, débats, d'idées, tout confisqué. Aucun échange, aucun face-à-face, aucun désaccord ne trouve sa place. Le pluralisme est devenu un mot tabou. C'est un théâtre à un seul acteur, un micro à sens unique. Le pouvoir se parle à lui-même, se répond à lui-même, se félicite tout seul. Les voix divergentes, ignorées, exilées, étouffées. Même les rares journalistes en exil ou les activistes survivants ne méritent pas à ses yeux une oreille. L'État discute avec son propre écho et s'en contente. Et voilà maintenant qu'il tente de nous faire avaler l'idée que tout cela aurait été fait au nom d'un prétendu intérêt supérieur. Qu'on aurait voté la main sur le cœur pour une résolution américaine avec sagesse et lucidité comme si cette volte-face s'inscrivait dans une logique sacrée. Sauf que non. Cette décision aussi solennelle qu'on tente de la présenter va à l'encontre de tout ce que l'Algérie a proclamé depuis des décennies, son soutien indéfectible à la Palestine, sa fidélité à une doctrine anti-impérialiste, sa posture de résistance. Ce vote, il piétine l'héritage politique et moral du pays, il tourne le dos à ses engagements les plus anciens et il prétend le faire en conscience. Ce que les pontes du régime semblent ignorer ou feignent d'ignorer, c'est qu'on ne vit plus à l'ère du télégramme. Cette fameuse résolution, elle est en ligne, en libre accès à la portée de tous, sur le site officiel du Conseil de sécurité de l'ONU. Et pendant que nos dirigeants, tous septuagénaires ou octogénaires, bien tassés, s'endorment, dans leur monde d'hier, la planète entière navigue dans l'univers numérique. On parle d'un monde où ChatGPT te répond en une seconde, où Google devine ta question avant que tu la tapes, où l'intelligence artificielle côtoie TikTok, Genie et les réseaux sociaux. Mais eux, coincés dans le siècle dernier déconnectés dépassés, et pourtant c'est encore eux qui décident, ce qu'ils ne semblent toujours pas avoir compris, c'est que absolument tout est publié. Dès qu'une résolution est adoptée à l'ONU, il ne faut pas plus de 48 heures pour que le texte complet apparaisse en ligne résumé des débats compris. Qui a dit quoi, qui a soutenu, qui a évité le sujet. Tout est archivé, traduit en plusieurs langues et disponible pour n'importe quel citoyen équipé d'un smartphone. Le site officiel presse.1.org. Il suffit de quelques clics pour accéder à des documents que nos dirigeants pensent encore cachés dans des tiroirs confidentiels. Mais non, en 2025, la vérité est numérique et elle se lit en haute définition. Aujourd'hui, les faits sont disponibles dans toutes les langues qui font tourner le monde de l'anglais à l'arabe en passant par le français, l'espagnol et bien d'autres. Les détails en accès libre, le contenu exact de la résolution publiée, le déroulé du vote archivé, qui a dit oui, qui a dit non, qui s'est tu, tout est là noir sur blanc. Mais pour les Algériens, hélas, une seule version circule, celle bricolée par le régime. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le luxe d'un plateau télé à Alger pour poser des vraies questions, parce qu'on n'a ni chaîne indépendante, ni micro ouvert. La seule scène où l'on peut encore dire quelque chose, c'est ici sur YouTube, sur les réseaux. C'est tout ce qu'il nous reste, une connexion Internet et un peu de courage. On n'est ni sénateur, ni député, encore moins leader d'un quelconque parti d'opposition. On n'a pas de tribune officielle, pas d'antenne, pas de micro sur un plateau télé à Alger. Alors pour s'adresser aux nôtres, il ne reste qu'un seul canal Internet. Et dans ce pays, ça veut dire réseaux sociaux ou rien. Si je parle aujourd'hui du fameux point 7, c'est parce que ce passage précis de la résolution américaine adoptée sans broncher par notre régime
mérite qu'on s'y attarde. Il faut le lire, le décortiquer, l'entendre pour bien saisir l'ampleur de la volte-face spectaculaire d'Abdon sur la question palestinienne. Car ce texte, divisé en 11 articles principaux accompagnés d'annexes, contient en son 7e point une bombe diplomatique. Qui lit-on que les pays membres coopérant avec un tout nouveau Conseil de la paix, un machin international fraîchement sorti du chapeau, auront désormais la main sur la gestion de Gaza. Et ce conseil sera, tenez-vous, bien présidé par Donald Trump himself jusqu'en décembre 2027, en attendant que soit trouvée une future autorité palestinienne conforme, mais conforme à quoi? Mystère. Probablement au désir de Washington. Je le redis clairement parce que c'est trop gros pour passer inaperçu. L'article 7 de cette résolution exige la mise en place d'une force internationale temporaire censée stabiliser Gaza. Mais attention, pas sous contrôle local, non. Cette mission sera placée sous un commandement unique validé par le fameux Conseil de la paix. Et devinez qui ne fait pas partie des décideurs, les Palestiniens. Eux, ils regarderont de loin jusqu'à fin 2027, et après, c'est flou total, aucune garantie, aucun plan concret. L'avenir mise en mode attente. Qui va envoyer les troupes? Ce seront les pays participants en lien direct avec Israël et l'Égypte. Oui, vous avez bien compris, Israël aura son mot à dire sur la manière dont Gaza sera géré, sécurisé, administré. Une sorte de cogestion sans les premiers concernés. La force internationale, elle aura pour mission de faire respecter le droit international, soi-disant, y compris le droit humanitaire. Mais dans ce genre d'équilibre bancal, le respect du droit devient une question d'interprétation. Et souvent, c'est le plus fort qui interprète. Et ce n'est pas fini. Cette fameuse force internationale censée ramener la paix devra bosser main dans la main avec Israël et l'Égypte. Pas question de remettre en cause les accords passés entre eux, bien entendu. Et pour la forme, quelques policiers palestiniens fraîchement formés et soigneusement triés sur le volet seront ajoutés au décor. Leur mission: garder les frontières calmes, éviter tout débordement et surtout désarmer totalement Gaza. Cela inclut toute démolition des structures qualifiées de terroristes, interdiction de les reconstruire, destruction complète des stocks d'armes et mise au placard de tous les groupes armés, sans oublier la petite mention diplomatique obligatoire, protéger les civils pendant les opérations humanitaires. Ça, c'est pour la vitrine. Mais allons droit au but, la résolution est limpide, zéro tolérance pour toute faction armée dans Gaza. Et quand on parle de groupes à désarmer, inutile de chercher ailleurs, il s'agit bien des Palestiniens. Qui d'autre en dehors du Hamas et de ses alliés? Il n'y a personne. Et pendant que l'on démonte la résistance pierre par pierre qui garde les clés, l'armée israélienne évidemment. Celle-là même qui bombarde aujourd'hui héritera demain du rôle de gardienne, avec l'Égypte comme partenaire. Ironique, non cynique. Ce silence embarrassant de la diplomatie algérienne sur ce passage de la résolution ne doit rien au hasard. Ce qu'on ne dit pas là est peut-être plus lourd de sens que ce qui est écrit noir sur blanc. En réalité, c'est un acte de disparition, celle de la résistance palestinienne telle que l'Algérie l'a longtemps glorifiée, finie, rayée, enterrée. Le Hamas, les groupes armés considérés naguère comme des héros de la lutte anticoloniale par Alger, seront désormais classés à la rubrique à éliminer. Et en votant pour cette résolution, l'Algérie a co-signé leur fin. Elle a validé la mise au tombeau d'une cause qu'elle appelait hier encore sacrée. Et là, on ne parle pas d'un simple fléchissement diplomatique. Non, on assiste à un virage à 360 degrés, un grand écart idéologique. Pendant plus d'un demi-siècle, Alger a soutenu sans trembler le combat du peuple palestinien, y compris dans sa version armée. Et quand Tebboune est arrivé, il a même surjoué la carte nationalisme pur jus discours anti-impérialiste à l'ancienne posture antisioniste virulente. Il est allé jusqu'à comparer les fédayines palestiniens aux maquisards de l'ALN et du FLN. Mais voilà qu'en un clin d'œil tout change, Tebboune embrasse la vision américaine. Il dit amen à Donald Trump. Et tout ce qu'il dénonçait devient soudain acceptable. Et qu'a fait l'Algérie concrètement dans tout ça? Rien. Strictement rien. Pas la moindre proposition digne de ce nom. Dans le résumé officiel publié par l'ONU, une seule ligne, une seule revendication, pas d'annexion,
pas d'occupation, pas de transfert forcé de population. Voilà. Rideau, silence radio sur tout le reste. Aucune mention du droit à la résistance, aucun mot sur la légitimité des Palestiniens à s'organiser eux-mêmes, à choisir leur autorité, à décider de leur sort. Pas un mot non plus contre la mise sous tutelle internationale. Aucun rappel que le Hamas n'est pas un groupe terroriste, du moins selon la position historique de l'Algérie. Bref, aucune défense de la résistance, aucune défense du combat palestinien. Et ce silence, ce n'est pas un oubli, c'est un abandon. Tous les grands principes qu'Alger clamait depuis des décennies ont été mis à la corbeille. L'anti-impérialisme, la solidarité inconditionnelle, la souveraineté populaire exit. Tebboune vient d'opérer un recul historique, une concession monumentale, un virage spectaculaire pour plaire à Washington. Et il n'a même pas pris la peine de sauver les apparences. Franchement, si l'Algérie s'était contentée de s'abstenir, personne n'en aurait fait une affaire d'État. S'abstenir, ce n'est pas défier l'Amérique, ce n'est pas gifler Donald Trump. On n'est pas dupe non plus. Ce n'est pas Tebboune, soyons sérieux, qui allait renverser la table ou bloquer une résolution taillée sur mesure pour Gaza par Washington. Mais voter pour, c'est une autre histoire. C'est se positionner, c'est s'aligner. C'est dire « je suis d'accord, j'approuve ». Je valide le plan américain et je contribue à l'effacement programmé de ce que mon propre pays appelait hier encore la résistance. Oui, en cochant la case « oui ». L'Algérie a légitimé l'enterrement du Hamas et par extension de toutes les factions palestiniennes qui avaient toujours été vues comme des mouvements de libération, pas des terroristes. Et ce depuis les débuts même de sa doctrine diplomatique. Et le plus incohérent dans tout ça, c'est que c'est le même régime sous Tebboune qui, en 2022, avait organisé en grande pompe un rassemblement à Alger avec toutes ces factions, y compris le Hamas. À l'époque, le message était clair, les unir, les soutenir, les renforcer. 3 ans plus tard, il appuie une résolution qui vise leur démantèlement total. La contradiction est flagrante, le revirement spectaculaire. Mais la vraie question, c'est celle-là, qu'est-ce qui a poussé Tebboune à faire un tel cadeau à Washington ? Hier encore, pendant que la polémique enflait sur les réseaux comme un feu sans extincteur, car, rappelons-le, aucun média classique n'en parle, quelques partis politiques ont tenté de hausser la voix. Parmi eux, l'ancien MSP. Vous savez, ce parti dont le chef, comment il s'appelle déjà ? Peu importe, il est en Turquie depuis un bail, il n'a même pas remis les pieds en Algérie. Bref, eux aussi se sont dit choqués, critiques, inquiets, tout le lexique habituel. Mais la réponse du régime Tebboune ne s'est pas fait attendre. Froide, nette, sans détour. Dans une dépêche signée par l'agence PS, on lit noir sur blanc. L'État national n'autorisera jamais que ses choix souverains deviennent une monnaie d'échange dans des jeux politiciens. Et en langage décodé, ça donne quoi ? Ça donne « c'est moi Tebboune le boss, c'est moi qui trace la route pointe. L'intérêt général, c'est moi qui le définis. Et personne, je dis bien personne ne viendra me souffler quoi faire. Le message est clair dans cette république, il n'y a de volonté que la sienne. Les caprices, les revendications, les critiques, même argumentées, non merci. Circulez. La souveraineté selon Tebboune, c'est cause, toujours je décide. Pour Abdelmadjid, Tebboune, c'est simple comme bonjour, la Constitution, c'est lui. La politique étrangère, c'est aussi lui. L'intérêt national, l'intérêt public. Toujours lui. En gros, il est à la fois l'auteur, l'interprète et le metteur en scène de la pièce. Et tant pis si personne d'autre n'est invité sur scène. Voilà en résumé ce que raconte cette fameuse dépêche de l'APS. Une belle coquille vide inutile de la lire, elle n'a d'intérêt que pour meubler le silence. Mais la vraie question, elle est là où est l'intérêt national algérien dans ce vote. Qu'a-t-on gagné exactement ? Lors de cette conférence de presse menée par M. Ahmed Até, j'aurais aimé qu'un vrai journaliste, un ose poser la question. Mais non, aucun. Parce qu'en Algérie, le journalisme libre et intègre, ça n'existe plus. Tous aux ordres. Aucun n'a le cran de secouer la table. Et pourtant, moi, j'aurais posé la chose très simplement. D'accord, admettons. Oui, dans une république, c'est le président qui tranche. C'est lui qui incarne la souveraineté. C'est lui qui pilote la diplomatie. Très bien. Mais dans ce cas précis, Monsieur le Président, dites-nous, au nom de quel intérêt supérieur avez-vous offert ce blanc-seing à Washington ?
C'est censé être lui le garant suprême de l'intérêt national. C'est lui, nous dit-on, qui veille sur le bien public. Très bien. Mais alors qu'on m'explique en quoi livrer un soutien aveugle, mécanique et franchement absurde à la position américaine sur la Palestine serait-il bénéfique pour l'Algérie? Soyons clairs, jamais dans l'histoire de ce pays, un président algérien n'a été aussi loin dans la soumission diplomatique. Même Bouteflika, qui pourtant n'a jamais caché ses accointances avec l'Occident qui aimait les tapis rouges à Paris comme à Washington, même lui n'a jamais franchi cette ligne. Il n'a jamais osé dire « Les Palestiniens n'ont plus le droit de prendre les armes, plus le droit de résister, plus le droit de se défendre ». Jamais il n'a validé un plan où seule l'armée israélienne aurait le contrôle pendant qu'on cherche une autorité palestinienne conforme à je ne sais quel standard occidental. Mais là, avec Tebboune, on y est. Et la vraie question, la seule qui compte, c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'Algérie a obtenu en échange? Quelle contrepartie magique justifie une telle reculade stratégique? J'ai beau me creuser la tête, je ne vois rien. Comme je le disais calmement hier dans une émission, aucun deal, aucun partenariat, aucun avantage visible ne vient compenser ce sacrifice politique monumental. On a donné et on n'a rien reçu. Ou alors c'est qu'on n'a pas le droit de savoir. J'ai beau chercher aucune trace d'un miracle économique venu de l'Ouest, pas de méga investissement américain, à l'horizon pas l'ombre d'un géant industriel yankee qui se serait implanté chez nous. Et pour le gaz de schiste, cette vieille rengaine. Ce n'est pas Tebboune qui l'a lancé, mais le régime Bouteflika qui, depuis l'époque de Djahadour aujourd'hui tombé de son piédestal et passé par la case prison, flirtait déjà avec Chevron et ExxonMobil. Résultat du vent. Des papiers signés à la va-vite, des protocoles d'accord sans suite, quelques photos de poignées de main, et c'est tout. Pas un seul puits creusé. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'ils nous ont réellement apporté les Américains? Un plan d'investissement. Des dollars par cargaison entière, des entreprises par dizaines. Rien, même pas une vague de touristes, pas de vol direct, pas de business class, Washington, Alger. Même ça, on ne l'a pas eu. Et pourtant, on a voté comme ils voulaient. On a suivi leur partition à la note près. Mais en retour, silence radio. Nada. Le désert. Personnellement, je soutiens la cause palestinienne sans hésiter, comme nombre de pays arabes d'ailleurs par conviction, pour la stabilité de la région, pour l'avenir de nos peuples. Mais soyons clairs, le soutien c'est bien, tant qu'il s'accompagne de résultats. Et là je demande, qu'est-ce que l'Algérie a récolté en retour? Prenons l'exemple du Maroc, eux au moins, ils ont joué carte sur table. En normalisant avec Israël, ils ont décroché la reconnaissance américaine sur le Sahara occidental. Sans la bénédiction de Trump en 2020, jamais la résolution du 31 octobre 2025, celle qui valide officiellement l'autonomie du Sahara sous pavillon marocain, n'aurait vu le jour. Et nous alors, on a concédé quoi? Beaucoup trop peut-être. Et en échange, silence radio. Tebboune ne s'est pas contenté d'un clin d'œil à Washington, non, il aligne offre sur offre à l'Occident. Regardez l'affaire Belkacem Seinsal, libéré comme par magie en 48 heures après un simple coup de fil venu de Berlin. Bien sûr, tout ça s'est joué en coulisses entre accords feutrés et diplomatie de l'ombre. Mais le message est clair, l'Algérie fait des concessions. En pagaille, on assiste à un spectacle fascinant après des années à hurler que Paris était l'antre des complots, le nid officiel de tous les lobbies anti-algériens de la planète. Voilà que les câlins diplomatiques reprennent. La France, hier encore vouée aux gémonies, redevient progressivement une partenaire de confiance. Les insultes d'hier oubliées, les accusations enflammées évaporées, mais ce n'est pas tout. Même scénario avec l'Espagne. 2 ans de tension dignes d'un feuilleton à suspense et soudain virage à 180 degrés. Les Espagnols, qui ont pourtant été les premiers à valider la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, bien avant Paris, sont aujourd'hui des amis stratégiques. Ce mois de novembre est un festival de volte-face et chaque semaine semble ramener une nouvelle concession. Prenons l'affaire Amal par exemple. Celui que Tebboune avait qualifié publiquement d'espion jurant qu'il ne sortirait jamais de prison, même pas en rêve. Souvenez-vous de ces mots dans l'interview au journal L'Opinion en février 2025. Un ton dur, une posture ferme, et puis patatras. Un claquement de doigts, plus tard le président oublie tout.
Les insultes, les promesses, les postures martiales, tout s'efface. On libère, on sourit, on tourne la page, sans explication. Mais enfin, que se passe-t-il en coulisses? Laissez-moi vous souffler une hypothèse, pas si farfelue que ça au fond. Ce n'est ni le bien du peuple, ni l'avenir stratégique du pays, ni même une once de patriotisme éclairé qui pousse Abdelmadjid Tebboune à multiplier les courbettes diplomatiques vers l'Occident. Non. Ce qui le motive, c'est un agenda beaucoup plus personnel, car derrière ces gestes d'apaisement, derrière ces concessions lourdes de conséquences, il y a une idée fixe, se frayer un chemin vers un troisième mandat. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est plus la République qui est en jeu, mais la longévité d'un homme au pouvoir. Tout s'explique si l'on regarde les choses sous cet angle. Tebboune, aujourd'hui, ne cherche plus à défendre l'Algérie. Il cherche à séduire Washington, à s'assurer les faveurs des cercles occidentaux et pourquoi pas d'un petit clin d'œil appuyé de Donald Trump en personne. Tout cela dans le but ultime de prolonger son règne. Car dans son esprit, ce fameux troisième mandat n'est pas une rumeur, c'est un projet en construction. À ce stade, Tebboune raisonne sans filtre. Je tiens encore debout. Oui, je traîne quelques années au compteur, mais je ne suis pas cloué à un fauteuil comme feu Bouteflika. Et puisqu'il n'a pas sous la main le moindre successeur crédible, ou du moins un héritier de confiance, la machine tourne dans sa tête. Le général Shengriha, l'armée, ils n'ont jamais été très chauds pour désigner un remplaçant taillé sur mesure. Et puis Tebboune, on le connaît, il voit des traîtres partout. C'est un homme de doute, de soupçon, de certitude solitaire. Son univers tourne en boucle dans un seul cerveau, le sien. Alors forcément, il se dit « Et si celui qui me succède ne joue pas le jeu, qui me garantit qu'il ne retournera pas sa veste, qui me promet qu'il ne touchera pas à mes proches, à ma fortune ou au petit empire familial que j'ai bâti ?» Dans cette équation, à haut risque, le troisième mandat devient moins une option qu'un instinct de survie. Tant que la machine tient le coup, autant rester au volant. C'est ce que doit se dire Tebboune. Après tout, 2029, ce n'est plus dans si longtemps. Le temps file et dans 2 petits mois à peine, on sera déjà en 2026. Et là, 2 scénarios s'ouvrent devant lui. Soit il prépare tranquillement le terrain pour tordre à nouveau la Constitution, à son avantage, soit il fait mine de ne pas vouloir d'un troisième mandat, tout en s'arrangeant pour étirer le second au-delà de sa date de péremption. Peut-être espère-t-il gagner du temps, observer l'évolution de sa santé, voire tirer jusqu'au dernier souffle avec l'écharpe présidentielle autour du cou. Peut-être veut-il retarder l'inévitable histoire de choisir le remplaçant idéal au dernier moment, quand toutes les pièces du puzzle seront alignées. Un successeur qu'il désignera sans précipitation, en gardant le contrôle absolu sur la suite avec en prime une garantie de sécurité à vie pour son clan, son entourage et ses secrets. Mais un plan d'une telle ampleur ne se mène pas en solo. Il faut des appuis et pas des moindres. Parce qu'aussi clair que le soleil en plein désert, le peuple algérien ne va pas lui offrir un tapis rouge pour un nouveau mandat. Rien que pour le second, il a fallu ramer. Et encore, le courant était contre lui. Sa légitimité fragile, son élection marquée par un boycott massif, un désintérêt profond et un record d'abstention. Et pourtant, malgré cette désaffection généralisée, pas de révolte, pas de soulèvement, même pas une étincelle de printemps algérien. Pourquoi ce calme plat? Eh bien, rendons à César ce qui appartient à César, c'est grâce à la DGSI et surtout à Nassar, chef d'orchestre d'un dispositif de répression finement huilé. C'est lui qui a construit cette forteresse sécuritaire, ce système de peur méthodique. Aujourd'hui, le général Hassan, son successeur, joue une partition plus douce, moins brutale, moins omniprésent. Il faut le reconnaître, le rouleau compresseur est un peu moins bruyant que sous Nassar. Mais l'ombre de la matraque plane toujours. Alors voilà le plan cap sur un troisième mandat. Même s'il sait très bien que le peuple ne se bousculera pas pour applaudir cette idée, il va quand même y aller. Mais pour se donner un semblant de légitimité, il lui faut un petit quelque chose à montrer. Un bilan, un vrai ou au moins une vitrine. Il lui faut de quoi faire illusion, histoire de dire « Regardez tout ce que j'ai accompli » et qui dit vitrine dit financement. Il n'y a pas de miracle pour pouvoir sortir des projets du chapeau, embaucher quelques milliers de jeunes, poser la première pierre d'une usine ou d'un pont. Il va lui falloir des poches pleines. Et ça ne viendra pas de l'intérieur. Il a besoin de capitaux étrangers d'investissement venus d'ailleurs. Même un seul grand chantier pourrait suffire à faire croire au retour de la croissance.
ou à sauver son image. Tebboune n'est pas dupe, il connaît parfaitement l'état des caisses. L'Algérie est loin de nager dans l'opulence. Sur le papier, les réserves de change frôlent les 60 milliards de dollars, mais dans la réalité concrète, c'est une autre histoire. La moitié de cette somme d'or sous forme de lingots d'or intouchables et inutilisables pour les besoins du quotidien. Si l'on parle cash en devises sonnantes et trébuchantes, le trésor algérien ne contient pas plus de 30 milliards. Un sujet qui mériterait à lui seul une émission spéciale tant il y a à dire sur cette illusion de richesse. Alors que faire quand les poches lui sont vides, mais qu'on rêve de méga-projets? Tebboune a trouvé sa réponse: aller courtiser l'oncle Sam. Il se rapproche de Washington, multiplie les signes d'allégeance, joue la carte du bon élève. L'objectif: séduire l'Amérique, obtenir son soutien, lui faire croire qu'il est l'homme de la stabilité. En échange, il espère des investissements, de l'aide au développement et surtout un appui politique qui pourrait lui garantir un avenir plus prolongé. Avec le vent de l'Occident dans les voiles, Tebboune caresse l'espoir que l'armée, ce pilier redoutable du régime, se mette au garde-à-vous devant lui, sans discuter, sans broncher, éternellement loyale et parfaitement obéissante. Le projet est limpide, comme de l'eau de roche se coller aux Américains pour prolonger son bail à la tête de l'État. Le calcul est simple, plus je m'aligne sur Washington, plus je manque au pouvoir. Mais si l'édifice est construit sur du sable, car sans résultat concret, sans réalisation visible, si l'oncle Sam tourne le dos, ou pire, mise sur un autre cheval, un opposant, un rival régional comme Rabat, alors tout vacille. L'autorité de Tebboune pourrait fondre comme neige au soleil. Le soutien américain, il en a besoin comme de l'air, car sans lui, il sait que le château peut s'effondrer à la moindre bourrasque. En coulisses, un danger plus grand se dessine, un mouvement populaire de colère pourrait éclater à tout moment, balayant le silence ambiant. Pire encore, les rouages internes du pouvoir, les services de sécurité, les uniformes, les casernes, pourraient bien finir par se retourner contre leur propre chef. Voilà le vrai nœud de l'histoire. Tebboune songe sérieusement à s'embarquer pour un 3e tour. Mais l'homme est partagé. D'un côté, l'idée de s'éclipser en douceur en plaçant un héritier de confiance pour garder ses arrières, sa famille, son clan. De l'autre, l'envie viscérale de rester vissé au trône jusqu'au dernier souffle puisque, après tout, il le tient déjà entre ses mains. C'est cette obsession du trône, ce vertige du pouvoir qui pousse Tebboune à multiplier les courbettes diplomatiques. Il offre sur un plateau des concessions dorées aux Occidentaux, surtout à l'oncle Sam et à son ambassadeur du deal, Donald Trump. Il connaît la musique. Trump est avant tout un businessman. Il comprend le langage du pétrole, du gaz, surtout quand il est de schiste. Tebboune se dit qu'il peut peut-être troquer un bout de souveraineté contre un petit pacte de survie politique. Il s'imagine que les Américains vont débarquer en sauveurs armés de dollars et de foreuses pour transformer le sous-sol algérien en Eldorado du gaz de schiste. Car dans la tête de Tebboune et même dans celle de son éventuel successeur, une chose est sûre, le salut économique du pays ne passera que par cette manne enfouie sous nos pieds. Peu importe qui tient la barre, demain, la direction semble déjà tracée. Avec une population qui frôle les 50 millions d'âmes et une économie qui ne carbure qu'aux hydrocarbures sans plan B industriel, sans production locale sérieuse, ni diversification crédible, il ne reste qu'une carte à jouer, creuser plus profond. Miser sur le gaz de schiste pour continuer à se maintenir à flot dans le club des nations exportatrices et rêver, pourquoi pas, de doubler les rentrées en devises. C'est ça le pari, ou plutôt le dernier ticket de loterie. Tebboune le sait mieux que quiconque, pour faire jaillir les dollars du sous-sol algérien via le gaz de schiste, il n'y a qu'une seule adresse et ce n'est ni Moscou ni Pékin. Seuls les Américains possèdent la clé, la tech, les fonds, le savoir-faire. Eux seuls peuvent transformer un désert énergétique en mine à ciel ouvert et rentable. C'est précisément pour cela qu'ils multiplient les courbettes diplomatiques devant Washington et Trump. Car il a bien compris que sans l'ombre étoilée de l'oncle Sam, il n'aura ni levier pour sécuriser son futur, ni garantie pour son clan, ni tremplin pour envisager qui sait un 3e acte à la tête du pays. Et pourquoi pas le dernier, s'accrocher au pouvoir jusqu'au dernier souffle, voilà le calcul.